Ici Jean-Dominique Leduc. Bienvenue au balado d'entretien Entre deux cases. Aujourd'hui, je reçois Fleur Piché, ancienne flamme de Luc Giard et instigatrice de l'exposition Hommage présentée à la bibliothèque Lucien Lelièvre du Cégep de Matane. Fleur Piché, salut! Salut! Alors, tu nous accueilles aujourd'hui à la bibliothèque Lucien Lelièvre du Cégep de Matane parce que tu es derrière une super initiative qu'il fallait absolument, que je me devais de souligner, absolument. Tu as monté une exposition à la mémoire de Luc Giard, notre regretté Luc Giard. Alors, toi, tu es agente de soutien administratif ici, à la bibliothèque. En effet. Mais on peut dire aussi que tu es commis, parce que... Ben oui, je suis commis au comptoir du prêt. C'est ça, j'ai toujours travaillé pas mal dans le milieu du livre. J'ai été acheteuse libraire, j'ai été commis de bibliothèque à l'UQAM, oui. Et là, maintenant, ici, basé à Matane. Et oui. Tu as connu, la raison pour laquelle on se parle aujourd'hui, c'est évidemment en lien avec l'exposition, ton initiative, une super belle exposition d'ailleurs, mais c'est surtout parce que tu as connu Luc. Oui, Luc, je l'ai connu en 1999. C'était le printemps ou l'été 99. Si c'était l'été, c'était de bonne heure en été. Puis, on a été ensemble pendant 2 ans. Ça a été une relation tumultueuse, donc... Enfin, il y a eu des petits hiatus dans... on n'a jamais habité ensemble, mais on était pas mal tout le temps ensemble. J'avais ma fille, donc qui a connu ma fille alors qu'elle avait 4 ans, donc de 4 à 6 ans. Et puis, on s'est laissé en 2001. Puis, je l'ai retrouvé à un moment donné quand il a été malade, autour de 2012, je crois. Puis, on avait coupé les ponts, finalement. Moi, je suis revenue dans mon coin natal, à Matane. Et dernièrement, c'est ça, il y a le prix BD des collégiens qui a eu lieu. Et c'est là qu'on s'est rencontrés. Oui, absolument. Et c'est là qu'on a parlé de Luc Giard. C'est oui. là que tu m'as appris que tu le connaissais. C'est parce qu'il y avait une prémisse à ça, c'est que j'avais lu le livre de Mom de Quatrain qui était en lice. Et puis, j'ai eu une telle catharsis quand j'ai lu ça. J'ai trouvé ça, évidemment, fabuleux. Et à la fin de son livre, elle remerciait un certain Luc. Et là, j'ai fait une projection me disant... ce Luc-là était comme son mentor. Et là, je me suis dit, mon Dieu, est-ce qu'il s'agit de Luc Giard? Donc, je lui ai écrit en même temps, en soulignant comment je trouvais que c'était une artiste fabuleuse. Elle m'a répondu finalement qu'il s'agissait de Luc Bossé. Ou son éditeur, oui. Mais là, j'en ai profité pour parler un peu de Luc. Et puis là, quand on t'a vu à la première rencontre, j'ai parlé de Luc. En fait, c'est que j'avais comme un désir réprimé de l'appeler au téléphone, mais je ne l'ai pas fait, redoutant d'avoir... parler 5 heures de temps. En tout cas, non, excusez. Non, mais c'est vrai que Luc, c'était quelqu'un d'expansif dans ses bons jours. Je l'ai regretté parce que j'ai appris son décès peu de temps après. Puis, mon Dieu, ça me... Bon, en fait, j'avais tous ces trésors-là chez moi et c'était enfoui loin et puis je n'avais pas repotassé là-dedans. Donc, ça me... Ça fait sortir évidemment beaucoup d'émotions. Bon, j'ai pas tout mis là, mais évidemment, j'ai des choses plus personnelles. Donc, ça a été comme une espèce de souvenir qui a émergé d'un coup. Et puis là, depuis, il faut dire aussi, je veux souligner le fait que ma collègue Annick Arsenault, de par son enthousiasme, ça a fait en sorte que j'ai osé faire ça, mais c'est très important aussi de saisir l'opportunité pour montrer ces dessins-là. Donc, mais là, je suis un petit peu habitée là, par son esprit depuis ce temps-là, parce que c'est quelqu'un, évidemment, qui a une personnalité très forte. Et c'est très amusant de voir comment aussi
les dessins vibrent sur le mur et puis ne laissent personne indifférent. C'est complètement... il y a un degré magique. Hein? Ah oui, bien tout Oui. à fait. Mais il y a d'abord ce geste du dessin Oui. qui est d'une telle puissance, d'un tel Oui. dynamisme. Il n'y a pas de filtre, hein? Il y a zéro filtre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de filtre, mais il y a une maîtrise extraordinaire. Ah ben oui. Luc était très inspiré par les maîtres japonais, donc moi aussi, ça m'a absolument séduite quand je l'ai rencontré de voir son geste au pinceau. Puis je me suis mise moi aussi à faire de l'encre de Chine parce que je trouvais le travail tellement sensuel. Je trouvais que ce type-là s'amusait, mais bon, j'ai compris évidemment que c'était pas de la rigolade, c'était très très sérieux, étant donné que c'est connu, Luc avait eu des états psychotiques. À 37 ans, il a été suivi par... enfin, il y a eu une thérapie, une très longue thérapie. Donc, son travail est indissociable aussi de ces états. Donc, ces états qui disaient maniaque, et les états dépressifs. Donc, c'était carrément de la survie pour lui de dessiner. Puis moi, dans ma jeunesse, j'avais des velléités artistiques et je voyais bien, enfin, lui, il disait, t'en fais pas, si t'as quelque chose à faire, tu vas le faire. Puis, étant donné que j'étais pleine d'inhibition, puis enfin, j'avais le talent, mais j'avais pas cette espèce de drive-là qui faisait qu'on avait un authentique artiste en face de nous, là. Moi, excuse, je vais te laisser poser des questions. Mais c'est passionnant ce que tu racontes, Fleur, parce que Luc, c'était un personnage entier, c'était un être sans concession aucune. Et il y avait l'énergie du gamin aussi. Moi, je l'ai reçu au balado, Luc, à l'été 2023. Et ce que je trouvais admirable de Luc, c'est qu'on pouvait autant parler de Jasper Jones qu'on pouvait parler de Frank Miller. Absolument, absolument. Moi, quand je l'ai rencontré chez DBD où mon frère travaillait, là, il voyait bien là, que j'avais des connaissances déficientes, donc il me parlait de Popeye, de Cigar, et puis évidemment, l'incontournable, on le sait, là, tu m'en as parlé l'autre fois. Il y a George Herriman, Crazy Cat, il y a Hergé, avec Tintin. Ah, bien sûr, mais je voulais juste citer le fait que Dark Knight de Frank Miller était, pour les amateurs de bande dessinée, dans ce temps-là, c'était le schisme là, de la bande dessinée. Le terme est très juste. Oui, parce que, bon, là, on entrait vraiment dans la trame des profondeurs de la psychologie. Et puis, c'est ça, enfin... ça a eu un grand impact sur Luc, comme lecteur, mais aussi comme créateur. Oui. Parce que tout à coup, il s'amusait aussi à inclure... Bon, évidemment, on connaît beaucoup Luc à travers son personnage de Tikkun, mais il faut dire aussi qu'il dessinait beaucoup de Batman également. Oui, oui, Batman, oui, c'est ça. Puis moi, j'étais moins de l'école de DC Comics parce que mon frère aimait beaucoup Marvel. Mais oui, Batman, ça a été évidemment le super-héros dont Luc se l'est approprié pour notre plus grand bonheur parce que, enfin... il a fait des séries absolument fantastiques sur... Oui, puis c'est un personnage qui a la stature mythologique, Batman. Oui. Alors que... Oui, et qui incarnait aussi tout le côté noir, tout le côté plutôt dépressif. Tandis que Tikkun de Wizardnado, lui, était plus dans la partie maniaque. Oui. Parce que, tu vois, évidemment, j'ai interviewé Henriette Valium, j'ai parlé avec Luc, et ces deux-là se sont complètement réappropriés Tintin, mais de deux manières complètement différentes. Ah, ben oui. Parce que Henriette Valium m'a dit à ce micro, Tintin, c'est à moi. Oui. Alors que Luc a dit, Tintin, c'est moi.
Oui. Et donc oui. là, et tout est là, hein? Dans leur approche respective, tout à coup, Oui. c'est des Ben, telles c'est- réappropriations. Ben, c'est-à-dire qu'il y a la personnalité, mais il y a aussi tu sais, dans le sens où le type excusez, c'est parce que je me suis intéressée beaucoup, entre autres, aux grands névropathes, surtout maniaco-dépressifs, parce qu'il y a justement, dans cette énergie-là, il y a il y a le côté chamanique là, qui peut paraître évidemment mégalomane, hors de proportion, mais c'est ce qu'il faut pour habiter la projection dans laquelle on est. Donc, c'était ça, Luc, aussi. Là. Il n'y avait pas de demi-mesure. Là. Oh non, ça, jamais. Donc, peut-être quand tu l'as côtoyé, en fait, Ouais. quand tu l'as connu, c'est un moment vraiment pivot dans sa carrière à Luc. Parce que tout à Oui, coup, il Il allait... avait rencontré Jimmy Beaulieu. Oh, oui, Voilà. excuse-moi. Mais non, mais c'est ça, c'est Oui, exactement ça. oui. C'est la fondation du collectif Mécanique Générale. Oui, Avec Sébastien Tran, Philippe Girard, Leftande, Benoît Joly, Jimmy Beaulieu. Ouais. oui, ben Luc s'est un peu abandonné à ce moment-là. C'est que tous ses rêves de devenir... ben, c'est parce que, tu sais, lui, il avait été évidemment un enfant prodige, là, qui était sorti de Concordia, Ouais. la maîtrise, les bourses, les prix. Il y avait eu comme une espèce de fulgurance dans sa jeunesse. Puis au final, ben, il a vécu très humblement, puis il a été, ben, évidemment, à cause de son caractère explosif, probablement qu'il s'est fermé des portes. Il se Mais pourrait, oui. il aurait aimé, évidemment, en fait, il enviait le fait de ne pas avoir été américain dans le sens où toute la structure par rapport... Ben, enfin, l'attitude par rapport aux artistes, enfin, tout le côté académique, etc., les mécènes, etc. Donc, il était déçu de pas avoir brillé dans Ben, c'est parce qu'il y avait tout son côté, pas fine art, je dirais, mais tu sais comment il aimait l'art abstrait. Puis Ah il oui, se tout à fait. considérait comme un artiste abstrait de l'école formelle. Tu sais, donc, c'est sûr que les livres qu'il aimait le plus, là, c'est Soulage, Mondrian, etc., les expressionnistes abstraits. Donc, il en a fait beaucoup aussi. Il aurait aimé ça que ça soit plus... qu'il y ait plus de reconnaissance à ce niveau-là. Puis, bon, ça n'a jamais levé autant que ça aurait pu. Puis, ben moi, je trouve ça de valeur, en fait. Je l'aurais très bien vu au Musée d'art contemporain. Puis, bon, excusez, c'est peut-être... Ah non, 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 faut pas que tu t'excuses de Ah. ça, Fleur. On partage cet avis commun parce Ouais. que... Et moi, j'ai par le passé, dans certaines tribunes, dont celle du Journal de Montréal, j'ai interpellé les instances Oui! à l'endroit du travail de Julie Doucet, d'Henriette Valium, Oui. de Luc Giard, et de dire, là, réveillez-vous. Intégrez de leurs œuvres à votre exposition permanente. Je veux dire, c'est... Oui, Oui. ils ont, entre autres, touché à la bande dessinée, mais pas que. Non, c'est ça. Ce n'est Ouais. ce n'est qu'une voie sur un parcours riche Oui. et Absolument. et multiple. Et je trouve que, dans le cas surtout de Luc et de Valium, il est vrai que ben, qu'ils n'ont pas eu... ils ont pas eu la reconnaissance à la hauteur de leur talent et de leur impact aussi. Et c'est pour ça que moi, de savoir qu'il y a une exposition consacrée à Luc Giard dans ma ville, à Matane, Oui! T'attendais pas à ça, hein? non, les probabilités n'étaient pas très, très grandes. Et donc, moi, il faut saluer cette initiative-là. D'ailleurs, il y a quoi, une trentaine de pièces au mur. Il y a un coin aussi avec quelques zines, quelques albums, Oui, dont plusieurs ont fait l'objet d'une acquisition par la bibliothèque ici même. oui, oui. Ouais. Oui, j'ai pu faire quelques dons. Ben, ma collection n'est pas complète, évidemment. J'ai des choses chez moi. Bon, ça, est-ce que je ne mieux de pas le dire? Mais tu as la première période, ça, c'est Oui. sûr et certain. Mais tu vois, c'est pas clair, hein? Je veux dire, c'est pas tout signé. Puis,
Bon, quelqu'un pensait que le petit portrait de Jasper John, ce qu'on voit là, il Ouais. pensait que c'était Trump. Donc, il faut que je sois là un peu pour... Ah bon? Oui, il faut éduquer. Ouais, voilà. Donc, tu sais, on reconnaît Francis Bacon en premier. Tout à fait. Il y a toute la série... il y a une série de Konoshiko. Ouais. Bon, enfin, toi, tu as vu... Brochage aussi, j'ai Oui. vu qu'il y avait Oui. un des brochages. Ça Oui. aussi, c'était quelque chose de très important, très cher aux yeux de Luc. Robert Poulain à Montréal, galériste, qui Oui. a d'ailleurs produit 3 catalogues. Ça, c'est magnifique. Ah, c'est formidable. Ça, je suis contente que Luc ait eu le temps de voir ça de son vivant. Parce que finalement, l'objet livre, c'est ce qu'il chérissait au plus haut point. Puis, enfin, oui. Oui, parce que lui, il travaillait à la bibliothèque du Musée des Beaux-Arts. Oui, il a été acheteur dans le temps au MAC. Ouais. Et puis, il avait été très triste Il s'est senti un peu évincé de ce poste, mais bon. Mais il devait être heureux, ça, c'est sûr et certain. C'est l'équivalent d'être dans un magasin de bonbons pour lui, là, que d'être là. Et évidemment, tu parlais un peu plus tôt de cette espèce de lancée sur laquelle il était dans les années 80. C'est sûr que le fait que Casterman et Moulinsart aient intenté des actions judiciaires à son endroit suite à sa reprise de Tintin, c'est sûr que ça a été un coup très, très dur pour lui, ça. Oui, je peux pas... je peux pas tant en parler parce que je ne sais pas jusqu'à quel point ça l'avait atteint. Ça l'a atteint. Oui. Tout ce que je peux dire, c'est que ça l'a atteint. Il n'a pas été gris tout le reste de sa vie, mais clairement, c'est une blessure, ça. Parce qu'on part du principe que lorsqu'on affirme que Tintin, c'est moi, le fait que Casterman et Moulinsart l'empêchent. Et c'était Yves Millet, qui avait, aux éditions Philactère, qui avait publié ses Tintins. Et donc, il a dû retirer ça du marché, ce qui a fait le bonheur de quelques collectionneurs. Parce que, évidemment, quand on met la main sur un exemplaire d'un de ces livres-là, c'est pas à rabais, dirons-nous. Mais, puis ça aussi, je pense que c'est quelque chose qui l'a profondément blessé, parce que Luc, c'était pas un collectionneur. C'était au contraire, c'était quelqu'un qui donnait ses dessins, qui donnait des livres, qui était ouvert. Et donc... oui, ben c'est parce que moi, ce qui me semble, c'est que il manquait pas d'émulation ou de synergie, mais c'est parce qu'il était trop il était toujours en avance. Personne ne lui emboîtait le pas. Et puis, c'est quand Jimmy Beaulieu est arrivé, là, il s'est un peu abandonné à l'exercice de ce... Ça ne tentait plus trop de faire de la bande dessinée à ce moment-là, mais il le fait. Mais comme je te dis, là, ce qu'on voit, là, ce que tu as apporté ce matin, les catalogues de Robert Poulain, ça... Comme je connais Luc, je suis certaine que c'est ça qu'il aurait voulu faire. Puis des expositions comme chez Robert Poulain, ça aussi, il y en aurait eu... il aurait pu en avoir plus. Mais tu parlais de Jimmy Beaulieu. Il est clair que c'est en partie grâce aux interventions et au travail, à l'investissement de Jimmy Beaulieu dans le milieu de la bande dessinée. Oui, absolument. Je nie pas du tout son... Parce qu'il faut savoir que les catalogues de Robert Poulain n'auraient jamais pu exister, n'eût été du travail en amont des éditions de La Pastèque et de Mécanique Générale, entre autres, pour, en quelque part, permettre à la bande dessinée québécoise d'atteindre un autre niveau. Ah, ça, c'est absolument certain. Puis, évidemment, ça, c'est tout à l'honneur de Jimmy. Et d'ailleurs, Jimmy avait découvert le travail de Luc, je crois, par le biais d'Yves Millet. Et pour avoir interviewé beaucoup Jimmy, il racontait qu'à un moment donné, il est tombé sur des dessins de Luc et il a dit « Mais c'est ça que je veux faire, moi. » Ah oui, hein? Alors pour lui, Luc, il était énormément en avance sur son temps. Et je veux dire encore, dernièrement, Luc, pas Luc, mais Jimmy, avec sa structure éditoriale Colosse, a fait
parallèlement au travail de Robert Poulin, une compilation qui est de l'ordre d'un catalogue aussi, de reproduction d'œuvres de Luc. Et il n'y a pas du tout de séquence narrative là-dedans, c'est que des dessins, et ça s'intitule Luc Giard Cargill. D'ailleurs, tu sais d'où ça vient, hein, Cargill? Oui, c'est l'anagramme de son nom. Oui, voilà. Oui, ça, c'est un de ses fétiches qui date de... Oui. Oui, qui remonte quand même. Ah oui, absolument. Oui, ben Luc n'a jamais conduit, hein, mais il adorait les voitures et il en a dessiné des très beaux modèles. Ah oui. Puis des robots, des fusils, enfin, des machines rétro. Il était très fétichiste de son époque, de la jeunesse, les années 60. Ouais. Il trouvait que les années 70, c'était une époque de dégénérescence artistique, là. Pourtant, c'est quand même, paradoxalement, c'est quand même cette période-là qui a permis l'arrivée, par exemple, de Fluide Glacial et de grands auteurs d'une nouvelle génération, dont Daniel Goossens, qu'il aimait énormément. Mais c'est vrai qu'il était beaucoup attaché à, tu sais, comme par exemple les Thunderbolt, le truc de fusée, les Sentinelles de l'air, voilà. Oui, tout ça. Tu dis qu'il aimait Goossens tant que ça? Je pensais que c'était moi qui l'aimais. Ah non, Luc aimait Daniel Goossens aussi. Oui, on en a parlé de Daniel Goossens. Moi, je trouvais que c'était, Chaumet puis de Crécy, là, eux autres, je les trouvais directement influencés par Goossens. Ah, ben même que dans des Crécy, on pourrait faire des liens avec Luc Giard, dans son travail. Okay. Au niveau de la construction, au niveau de la vibration du trait. De Crécy, c'est pas quelqu'un qui est encapsulé dans une pratique de la bande dessinée ou du dessin classique, dans le sens dans le bon sens, là. Mais il y avait beaucoup de genres en BD. Hein. Il aimait Matotti, Mazzucchelli, tous les classiques aussi qu'on a nommés tantôt. Ben, Yves Chaland, Franquin, je veux dire, on pouvait parler de Franquin avec Luc pendant des heures et des heures et des heures. Tu sais, les idées noires d'André Franquin, c'est une œuvre qui comptait beaucoup aux yeux de Luc. Ben, il revenait vraiment au génie d'Hergé, la construction des cases, etc. C'était, pour lui, et oui, je le redis, c'était de l'abstraction dans le sens de la composition. Mais là, je ne veux pas rentrer peut-être dans la théorie, mais... Mais tu sais que Hergé rêvait secrètement d'être peintre. Et à la fin de sa vie, ce qu'il il peignait... Et c'était pas vraiment... c'était pas un grand peintre doué, Hergé. Et c'est ça que je trouve beau, en quelque part, c'est que sans le savoir et sans même chercher à le vouloir, Luc a eu une certaine revanche sur la vie, parce que, alors qu'Hergé, au fond, malgré l'immense succès de Tintin, ce qu'il rêvait de faire, c'était de peindre, ben, Luc Giard, finalement, a réussi là où Hergé a échoué. C'est-à-dire que Luc, lui, il a dessiné, il a broché, il a peint, il s'est... Il s'est jamais... il s'est jamais encarcané. Non, jamais. Il s'est... puis quand on lit ses textes aussi, c'est fabuleux. Moi, c'est ce que je préfère. J'aime mieux quand c'est lui qui fait les textes de ses bandes dessinées, là. Ouais. Parce que c'est très rigolo, évidemment. On retrouve tout son esprit, son mordant. Mais comme Valium aussi, c'est que ces deux artistes-là créent un nouveau langage. C'est-à-dire que chacun dans des structures et des systèmes quand même différents, ils réussissent avec le français, l'anglais, ils se réapproprient ces langues-là et ils créent leur propre langage. Mais il faut quand même savoir que, par exemple, Le Pont du Havre, qui pour moi est un chef-d'œuvre de la bande dessinée québécoise de Luc Giard, ben, c'est beaucoup Jimmy Beaulieu qui a structuré ce livre-là et qui a demandé à Luc, il manque une fin à ton livre, fais-moi des dessins. Et Luc était parti une semaine faire des dessins, puis il était revenu la semaine d'après chez Fichtre, la librairie, l'ancienne librairie, et il lui avait déposé, elle dit, qu'un livre là tes dessins, Jimmy, tu peux finir ma BD. Et donc c'est ça, Jean-Marie Apostolides, c'est ce qu'il a fait dans le fond, c'est qu'il est parti des dessins de Luc. Et il a construit un récit. Oui, ça, c'est une job. Hein? Ben, Jimmy Beaulieu a fait la même chose. Partir des dessins, c'est une job, ouais. Mais c'est que ça implique et surtout dans le cas de Jimmy Beaulieu, qui lui-même est un dessinateur, un auteur de bande dessinée, de décider de consacrer du temps sur une œuvre d'un collègue.
Oui. C'est quand même un gage de respect, d'admiration et oui. d'amour. Oui, oui, tu fais bien de me remettre à ma place. Écoute, Je te remets pas à ta place non, du tout. non, mais c'est dans le sens où j'aime le Luc intègre et comment dire, quand c'est lui, là, ses œuvres, mais évidemment que ses collaborations, c'est tout aussi intéressant. Là. Mais parce que ses collaborateurs, Jimmy Beaulieu, Sébastien Trahan et Jean-Marie Apostolides, n'ont pas cherché à briller devant Luc. De toute façon... Ils sont mis au service voilà, de son œuvre. Exactement. Mais de toute façon, pour un artiste, ce qui est de plus fabuleux, c'est la synergie, l'émulation avec d'autres artistes. C'est très réjouissant de ne pas être tout seul dans son coin non plus. Là. Puis Dieu sait que Luc redoutait la solitude. Et hélas, ça a été aussi quelque chose de très présent dans sa vie. Ah oui. Il est entouré de ses livres, évidemment. C'était vraiment spectaculaire mettre les pieds chez Luc. Oui. Et la dernière fois que je suis allé chez lui, en 2023, pour enregistrer un épisode du Balado, son ami n'était pas encore venu... Installer les étagères. Oui, voilà. Donc, c'était des piles de livres qui partaient du plancher jusqu'au plafond. Ce qui me rappelait la superbe Feu librairie à Paris, le Regard moderne, OK. sur la rue J-Lecoeur, qui est une toute petite rue pas loin de la Seine. Et le propriétaire de ça, on savait qu'il était là parce qu'il fumait ses clopes et on voyait la boucane monter derrière les livres. Mais quand on arrivait dans cette petite boutique-là, il n'y avait aucun système de rangement. Les livres, les piles partaient du sol jusqu'au plafond. Oui. Oui, ben ça me fait un petit peu penser aussi à la librairie de monsieur, sur la rue Henri Julien. Il y a des, par moments, il y a ça aussi, des piles. Ah oui. Oui, enfin. Oui, le nom m'échappe. Ben, c'est la librairie Henri Julien. Là. Oui, mais le nom du monsieur. Oui, le nom du propriétaire. Le name dropping. Ouais. Hey, Fleur Piché, bravo. Merci pour cette superbe initiative. J'invite tous les gens qui sont dans le coin ou non de Matane de passer voir cette superbe exposition, ce bel hommage que tu lui rends. Donc, exposition qui est présentée jusqu'au 22 mai ici, à la bibliothèque Lucien Lelièvre du Cégep de Matane. Si je peux ajouter juste une petite anecdote, tu sais que mon père est un peintre aussi connu dans la région. Non, je l'ignorais. Claude Piché, c'est son nom. Ah bon? Donc, quand j'étais jeune, mon frère aîné possédait, mon père avait fait un grand Tintin, un 24-40 de Tintin pour lui. Alors, il y avait, tu sais, ces petits signes-là. Est-ce que Luc l'avait vu, ça? Oh non, Luc ne pouvait voyager à cause de sa condition, de son rein, fragile. Ouais. Non, mais même avant. Non, quand je le connaissais, il pouvait pas prendre de transport, faire beaucoup de kilomètres. Là. Donc, mon père... Moi, je l'ai connu 1 an après que mon père soit mort. Okay. Mon père, qui était lui-même un grand maniaco-dépressif. Donc, il l'a pas connu. Et j'aurais aimé qu'il connaisse ma mère. Ils se sont parlé au téléphone, mais Luc ne voyageait pas. Donc, ça a été un Montréalais toute sa vie. Oui, dans Côte-des-Neiges. Dans son tout petit appartement. Qui était très habité, son appartement. Je l'aimais beaucoup, moi, son appartement. Mais c'est ça, il y avait ses manies. Il ne fallait pas bousculer les livres pour pas mettre de la poussière. Ah non, mais déjà que d'être invité chez Luc, c'était un gage... Oui. D'une grande amitié. Ouais. Hey Fleur, merci beaucoup et bravo pour cette superbe initiative. Merci de faire vivre Luc. Bon, tant mieux. Profitez-en. Merci. Pour visiter l'exposition consacrée à Luc Giard, rendez-vous à la bibliothèque Lucien Lelièvre du Cégep de Matane. Indicatif sonore, Xavier Pinchot. Pour suivre mes différentes activités de médiation culturelle en bande dessinée, rendez-vous au jean-dominique-leduc.ca. À bientôt.